la grande gaieté qu'il peut y avoir dans la connaissance et dans l'érudition, le plaisir très profond qu'il y a à raconter une histoire, à connaître, à apprendre, à lire et à partager. C'est un roman sur la campagne aujourd'hui, une histoire de la langue française, c'est une plongée dans la culture populaire et un livre drôle. Peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé, je m'en suis éloigné pendant très longtemps et j'ai eu envie d'y revenir, non seulement physiquement, mais aussi par la littérature. Je me suis rendu compte que c'était bien sûr le plus vieux métier du monde bien avant l'autre et que c'était une constante, que jusqu'à aujourd'hui on a toujours enterré ou brûlé nos morts. Et ceux qu'on a un peu oubliés, c'est ceux qui s'en chargeaient. C'est une fonction sociale qui est là, hein, qu'on croise que dans des moments tristes et pénibles, mais qui eux ont une vie quotidienne. C'est justement cette permanence de la vie quotidienne des enterreurs que j'avais envie d'interroger. Ce qui me fascine, me passionne et en même temps me procure un plaisir immense, c'est justement la grande gaieté qu'il peut y avoir dans la connaissance et dans l'érudition, le plaisir très profond qu'il y a à raconter une histoire, à connaître, à apprendre, à lire et à partager. Que ce soit le partage autour d'une bouteille de vin ou d'un banquet, comme c'est le cas dans le roman, le plaisir du texte autant que le plaisir du vin. Je pense que c'est un des plus mauvais vins du monde. Et pourtant, c'était aussi un des meilleurs. C'était dans le sud de la Syrie, un village qui remonte à l'époque romaine et où les vignes aussi étaient déjà présentes à l'époque romaine. Et il y avait un habitant qui avait donc des vignes, une treille, et qui faisait un vin. C'était une espèce de vin historique, parce qu'il arrivait à accumuler des parfums absolument improbables, de raisins secs, par exemple, de vieux moscatel, mais en même temps de fond de barrique. Enfin, tous les endroits dans lesquels il avait traîné, un peu comme si on avait fait accumuler l'histoire d'un pays, pour finalement que ça finisse dans la bouche. Alors, c'était à la fois une sensation extrêmement désagréable, mais en même temps presque mystique de se dire, ah oui, peut-être que les Romains buvaient cette chose-là. Je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans, à l'âge où on commence à apprendre à lire, et c'était les 1001 nuits. Je me souviens encore de l'image de l'oiseau roc dans les voyages de Simbad, extrêmement effrayant. Et donc tout ça, ça m'a absolument bouleversé. C'est ces premières images, je pense, que j'ai eues de l'Orient, entre guillemets, hein, de cet ailleurs merveilleux tel qu'il parvenait par l'imaginaire orientaliste, hein, sur ce grand vaisseau des 1001 nuits qui a traversé les siècles. Ce qui nous frappe, je pense que c'est d'abord la découverte. La découverte, l'inconnu, et le rapport secret et lointain que cette découverte et cet inconnu peut avoir à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tout d'un coup, qui va fabriquer, tracer une relation profonde, mais dont nous ignorons tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe et qui fait que justement, tout d'un coup, avec quelque chose qui nous était 2 minutes auparavant complètement inconnu, on va avoir une relation extrêmement profonde et de proximité et très réelle. Cette puissance que peut avoir sur nous une œuvre d'art, elle se poursuit pas forcément au fil d'une œuvre. Si j'ai un rapport extrêmement fort, par exemple, avec un roman comme La Route des Flandres, par exemple, c'est pas pour ça que je vais avoir ce rapport-là avec toute l'œuvre de Claude Simon. Pourquoi ? Parce que précisément, lui-même se transforme, lui-même évolue, lui-même fabrique des objets différents, et il peut y avoir des moments de rencontre avec une œuvre qui se produisent 1, 2, 3 fois de façon extrêmement forte, mais pas forcément dans l'œuvre entière. J'ai peut-être 10, 15 projets de romans en chantier, et puis c'est comme une matière qu'on malaxe, dans laquelle on avance parallèlement, qu'on travaille, un peu comme un sculpteur travaillerait la matière, et ça rencontre des circonstances personnelles, des endroits, des histoires, et au bout d'un moment, il y a un de ces projets qui avance plus vite que les autres. Et c'est celui-là qui finalement va devenir le projet en cours, le projet du moment, jusqu'à grandir et aller vers une forme d'achèvement.